مرحبا بكم جميعا في فضاء علوم الحياة والأرض. Bienvenue dans votre espace des sciences de la vie et de la Terre. Fin de la capsule, je vous propose donc la correction des exercices proposés lors des sessions du baccalauréat 2023. On va commencer donc par l'exercice proposé, la session normale, série sciences expérimentales, filière, sciences physiques, option bien sûr, juin 2023. L'exercice concernant donc l'unité numéro 1, la première unité, à savoir la consommation de la matière organique et le flux d'énergie au niveau cellulaire. Donc c'est l'exercice numéro 1 proposé pour la deuxième composante, à savoir donc la composante évaluant le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. Donc les données sont telles que le syndrome de neuropathie ataxie rétinite pigmentaire se caractérise par un ensemble de symptômes tels que l'acidose due à l'augmentation de la concentration sanguine du lactate et la fatigue musculaire. Afin d'expliquer l'origine de ces symptômes, on présente les données suivantes. Comme vous voyez, l'objectif d'IANA, il est bien défini, il est clair et net. Donc, c'est essayer de faire le lien entre cette anomalie, donc cette ataxie rétinite pigmentaire et les symptômes, à savoir l'acidose et l'augmentation due à l'augmentation de la concentration sanguine en lactate, l'acide lactique, et la fatigue musculaire. Alors pour ceci, on vous propose donc les données suivantes. Une étude a permis de mesurer les concentrations sanguines de lactate et de pyruvate chez deux individus, l'un sain et l'autre atteint de syndrome NARP. Les figures A et B que voici du document A présentent les résultats de cette étude. La figure C du même document présente le résultat d'une autre étude comparative de certaines propriétés des cellules d'un individu malade et celles d'un individu sain. Donc la première consigne consistait à comparer les résultats obtenus chez le malade par rapport aux valeurs normales. Donc l'individu sain étant considéré comme un témoin. Donc la comparaison, alors, en ce qui concerne la concentration de pyruvate, notez bien, on a la concentration du lactate et puis les caractéristiques propres donc aux cellules des deux individus. Alors, voyons donc qu'en est-il pour la concentration du pyruvate. Voyez vous-même que chez l'individu sain, la concentration du pyruvate est plus élevée chez l'individu malade puisqu'elle se situe autour de 0,12 millimoles par litre, alors qu'il ne dépasse pas 0,08 millimoles par litre chez l'individu sain. Pour ce qui est de l'acide lactique, lactate, notez vous-même que la concentration de lactate est plus élevée chez l'individu malade puisqu'elle se situe à 2,2 millimoles par litre, alors qu'il ne dépasse pas 1 millimole par litre chez l'individu sain. En ce qui concerne la figure C, notez bien que pour ce qui est du nombre des mitochondries par cellule, de même pour l'activité des enzymes de la glycolyse, on note aucune différence. On note effectivement chez les deux individus un nombre élevé des mitochondries par cellule, de même une forte activité des enzymes de la glycolyse. Par contre, observez bien que, en ce qui concerne l'activité mitochondriale, vous observez effectivement qu'on note une faible activité mitochondriale chez l'individu malade comparée à celle de l'individu sain. Rappelez-vous qu'une telle question évalue surtout votre capacité à rédiger un message correct, donc c'est à communiquer spécialement. Donc vous n'avez donc qu'à bien observer donc et rédiger un message approprié au résultat. La deuxième consigne consistait à expliquer ces observations faites chez le malade concernant donc les paramètres mesurés. Rappelez-vous, une forte concentration du pyruvate et du lactate et une faiblesse de l'activité mitochondriale. Ce type de question, bien sûr, nécessite la mobilisation de certaines connaissances en rapport avec le thème, en adoptant bien sûr un raisonnement et une expression scientifique appropriée. Alors, je normal les connaissances à mobiliser. Tu dois être capable donc de savoir le rôle de la mitochondrie dans le métabolisme du pyruvate et le devenir du pyruvate en cas d'une faiblesse de l'activité mitochondriale. Partant de ces connaissances, la réponse attendue est telle que. Notez bien que on avait noté chez l'individu malade une faible activité mitochondriale chez l'individu malade.
Bien sûr, ceci a pour conséquence une faible oxydation du pyruvate par les mitochondries, ce qui va avoir comme conséquence, bien sûr, une élévation de la concentration du pyruvate, chose notée chez l'individu. Ceci a pour conséquence l'activation de la voie anaérobie de la fermentation lactique, ce qui va avoir comme conséquence une élévation de la concentration de lactate. Bien sûr, la flèche désigne entraîne, et c'est une façon donc, comme une autre, de répondre à la question. Toujours dans le but de répondre à la problématique de départ, on vous propose donc la donnée 2. Dans deux milieux de culture convenables, l'un contenant des mitochondries d'un individu sain, milieu 1, et l'autre contenant des mitochondries d'un individu malade, milieu 2, des mesures de certaines propriétés de l'activité mitochondriale ont été effectuées. Le document 2 présente les résultats obtenus. Alors la consigne, en exploitant les données du document 2, dégager les différences observées entre les propriétés des mitochondries de l'individu malade par rapport à celles de l'individu sain. Donc la consigne à Yabeina, il s'agit donc de dégager le document 2 que voici. Donc les différences observées concernant les propriétés mitochondriales des deux individus. Alors, donc on a le milieu, on vous rappelle, c'est un milieu où on a placé les mitochondries d'un individu sain et le milieu 2, celle d'un individu malade. Alors, les différences observées. Alors, notez déjà qu'en ce qui concerne la quantité d'O2 consommée, alors notez une faible consommation d'O2 par les mitochondries chez le malade, presque 9 fois moins que chez l'individu sain. En ce qui concerne donc l'activité de l'ATP synthase, notez de même une faible activité de l'ATP synthase, presque 10 fois moins que chez l'individu sain. En ce qui concerne le pourcentage de l'ATP produite, là encore on note un faible pourcentage d'ATP produit, un faible bilan énergétique chez le malade. Donnée 3, le document 3 représente un modèle simplifié du fonctionnement de la chaîne respiratoire et de l'ATP synthase chez un individu sain et chez un individu malade. Alors la consigne consiste à expliquer, en se basant sur le document 3, les différences observées auparavant. Rappelez-vous les différences observées, c'est une faible consommation d'O2, une faible activité de l'ATP synthase et un faible rendement énergétique, c'est-à-dire un faible pourcentage de l'ATP produit. Bien sûr, les connaissances à mobiliser pour mettre en relation le fonctionnement de la chaîne respiratoire. Donc le rôle d'IL O2 dans le flux d'électrons, le rôle de ce flux dans la création d'un gradient en proton et le rôle de ce gradient dans l'activation d'IL les sphères pédonculées, soit donc les ATP synthase. Alors si tu remarques bien que dans le cas d'IL, que l'individu malade, donc j'active mon pointeur, donc c'est la chaîne respiratoire dans le cas d'IL, l'individu malade. On a un individu sain comme étant témoin. Alors qu'est-ce que tu remarques, On remarque bien que l'ATP synthase possède un canal déformé. N'oubliez pas que ce canal, c'est à travers lui que les protons H+, retrouvent la matrice en provenance de l'espace intermembranaire. Qu'est-ce que ceci a pour conséquence? La déformation donc du canal de l'ATP synthase va avoir comme conséquence, bien sûr, un faible retour des protons H+ vers la matrice. Qu'est-ce que ceci a pour conséquence? Ceci donc a pour conséquence la faible activité des sphères pédonculées. Donc l'ATP synthase et par conséquent un faible pourcentage de l'ATP produit. N'oubliez pas que l'activité des sphères pédonculées consiste en la phosphorylation oxydative. Le retour difficile des protons vers la matrice entraîne une accumulation de ces protons dans l'espace intermembranaire, d'où le ralentissement de l'activité de la chaîne respiratoire et par conséquent une faible consommation d'O2. Donc voilà donc les observations faites tout à l'heure. Donc la faible activité de l'ATP synthase, il s'explique par la déformation de ce canal. Le faible pourcentage de l'ATP produit s'explique par la faible activité des ATP synthase, et la faible consommation d'O2 s'explique par le ralentissement donc du flux d'électrons, vu qu'il y a une forte concentration d'H+ dans l'espace intermembranaire, donc une difficulté à
retourner vers la matrice. La dernière question donc consiste à mettre en relation donc les voies métaboliques de production d'énergie et les symptômes observés chez la personne atteinte de NARC. C'était donc le problème de départ. Alors notez que la dernière question en principe donc consiste à mettre en relation les précédentes déductions en vue de répondre à la problématique. Des fois, on aura besoin aussi de faire appel à nos connaissances, comme c'est le cas ici. Alors, je nommais les symptômes observés auparavant, c'était donc l'acidose et la fatigue musculaire. Alors, je vous rappelle donc le contenu du document 3. Alors, notez, on avait noté auparavant une faible activité mitochondriale. Cette faible activité a entraîné bien sûr une faible activité de la voie métabolique aérobie, soit donc la respiration cellulaire, ce qui va avoir comme conséquence l'activation de la voie anaérobie, c'est-à-dire la fermentation lactique, ce qui se manifeste par l'accumulation de l'acide lactique, entraînant ainsi l'acidose. Une faible production d'ATP, nous savons très bien le bilan énergétique, la fermentation étant faible, et nous avons vu auparavant que l'ATP synthase a une faible activité, donc un rendement énergétique faible. Et n'oubliez pas que la fatigue musculaire est toujours la conséquence d'un manque d'ATP. Alors, l'évaluation de la première unité toujours fait la session de rattrapage à la première composante. La première composante, à savoir la restitution des connaissances. Et comme vous le savez, la restitution des connaissances, c'est surtout l'évaluation des compétences telles la compréhension et la mémorisation. Alors, la première question était donc de recopier le numéro de chaque définition et de donner le terme ou l'expression qui vous correspond. La première expression, donc, c'est l'ensemble de réactions conduisant à l'oxydation d'une molécule de glucose en deux molécules de pyruvate dans l'hyaloplasme. Il s'agit de la glycolyse. Donc, la réponse consiste juste à un-ci des compléments. C'est juste pour rappeler que c'est une étape commune aux deux voies métaboliques de dégradation du glucose. Son bilan énergétique net est de 2 ATP. Et voilà donc la réaction globale de la glycolyse. Ce n'était pas demandé. Ce qui a été demandé, c'est juste nommer l'expression. Donc il s'agit de la glycolyse. La deuxième expression, c'est l'unité fonctionnelle de la fibre musculaire délimitée par 2 strizènes. Bien sûr, il s'agit du sarcomère. Là encore, la réponse consistait juste à rappeler qu'il s'agit du sarcomère. Mais pour rappeler justement le sarcomère, c'est effectivement donc l'espace délimité par 2 strizènes représenté par le numéro 2. En 3, donc c'est le disque clair, donc c'est la zone claire, ou encore le disque isotrope, la bande I. En 4, c'est la bande A et la zone H en 5. La deuxième question consiste à recopier donc le numéro de chaque suggestion et de répondre juste par vrai ou faux, sans rentrer dans les détails, sans justifier. La première suggestion, donc le CO2, est un déchet minéral de la respiration cellulaire et de la fermentation alcoolique. Effectivement, c'est vrai. Les sphères pédonculées de la membrane mitochondriale externe produisent de l'ATP. C'est faux. Juste pour vous rappeler que les sphères pédonculées sont des complexes protéiques garnissant la membrane interne et non la membrane externe. Mitochondriale, ils jouent donc le rôle des ATP synthase, production d'ATP. La troisième expression, le myogramme est un dispositif expérimental utilisé pour étudier la contraction musculaire. Là encore, c'est faux. Juste pour rappel que le myogramme fait allusion à l'enregistrement de l'activité mécanique du muscle. Le dispositif utilisé pour enregistrer le myogramme est un myographe, composé d'un stylet enregistreur et d'un cylindre d'un mouvement rotatoire. La striation d'une fibre musculaire est due à l'arrangement des myofilaments au sein des myofibrilles, c'est vrai. Donc la bonne réponse consiste juste à reproduire et recopier le numéro de chaque suggestion et répondre par vrai ou faux, sans rentrer dans les détails. La troisième question est un QCM qui consiste donc à recopier les couples 1, 2, 3, 4 et écrire dans chaque couple la lettre qui correspond à la suggestion. Donc il s'agit donc de 4 items que voici. Le premier item, donc l'hydrolyse de la phosphocréatine est une voie. Bien sûr, la bonne réponse est A. C'est une voie permettant de régénérer l'ATP. La deuxième question, donc le deuxième item, l'ATP est synthétisé par une réaction. Bien entendu, c'est la réaction de la phosphorylation de l'ADP.
La secousse musculaire isolée d'un muscle fatigué se caractérise par prolongement de la durée de relâchement. Rappelez-vous qu'il y a une diminution de l'amplitude, mais aussi un prolongement de la durée de relâchement. La formation de l'acétylcoenzyme A est accompagnée bien sûr, d'une décarboxylation du pyruvate, d'où la production de CO2. Donc la bonne réponse consiste donc à recopier les couples et placer donc c'est 1C, 2A, 3D et 4C. La question a été notée sur 2 points, soit donc un demi-point pour chaque item. La quatrième et dernière question présente donc le document qui représente un schéma de l'une des étapes de la contraction musculaire à l'échelle moléculaire. Il vous est demandé donc de recopier les numéros des différents éléments et d'attribuer à chacun le nom qui lui convient. Vous imaginez que nous sommes bien au niveau de sarcomère. Donc 1, c'est l'actine, bien sûr. 2, c'est la troponine. 3, la tropomyosine. Rappelez-vous que les filaments fins sont composés essentiellement de l'actine filamenteuse, auxquelles sont associées 2 autres protéines, à savoir la troponine et la tropomyosine. En 4, vous êtes en face de la tête de myosine. Donc rappelez-vous que la molécule de myosine est faite donc d'une tige et d'une queue et d'une tête bilobée. Voilà, donc comme vous voyez, j'ai donc je mets les exercices en rapport avec chacune des unités. Alors pour cette capsule, je mets comme les 2 sessions concernant donc l'unité 1, le métabolisme énergétique, la session de rattrapage comme la restitution des connaissances, ou la session normale comme un exercice qui évalue des compétences beaucoup plus complexes que la compréhension et la mémorisation. Voilà donc pour les prochaines capsules, vous aurez donc des exercices en rapport avec les autres unités.